Alors, je vous rappelle que la séance d'aujourd'hui fait suite tout à fait naturellement à la séance de la semaine dernière et qu'il s'agit donc de poursuivre notre réflexion sur la justice par deux biais un peu différents, puisque la semaine dernière, donc, nous sommes surtout préoccupés de la question de l'injustice. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? Et que cette semaine, nous poursuivons cette réflexion en nous intéressant donc à la notion d'équité. Alors, si je veux résumer ce que j'ai essayé de vous dire la semaine dernière, je pourrais le dire ainsi: on pourrait croire assez spontanément et assez naturellement d'ailleurs que l'injustice est un défaut de justice, qu'il y a injustice là où la justice manque. Mais ce que j'ai essayé de vous faire comprendre la semaine dernière, c'est que le problème de l'injustice n'est peut-être pas seulement du côté de celui d'un déficit de justice, mais du côté d'un excès, d'une certaine absolutisation de la justice qui ne vaudrait que pour elle-même. Il y a une idolâtrie de la justice qui risque toujours, au fond, d'engendrer les pires injustices. Ça veut donc dire que la justice n'est pas une fin en soi, et faire de la justice une fin en soi, c'est d'une certaine manière déjà l'idolâtrer, et c'est oublier qu'elle n'a de sens qu'être au service des relations sociales, au service des relations politiques, ce que j'avais appelé d'un terme qui il est vrai était peut-être un petit peu équivoque, ce que j'avais appelé l'ordre social, sans que cet ordre, bien évidemment, ait quoi que ce soit à voir avec la régularité du bruit des bottes sur les grandes avenues romaines ou berlinoises, peu importe. Et donc, ce que j'ai appelé l'ordre social, c'est ce qui donne du jeu à la société, ce qui lui permet de fonctionner, ce qui permet à chacun des acteurs sociaux de jouer le jeu qui est le sien, en sachant quelle est sa place. La justice, donc, comme moyen au service d'un ordre social, et non pas la justice comme fin en soi, non pas, si vous voulez, la justice absolutisée. Cette justice-là, telle que j'ai essayé d'en dessiner les contours, j'ai aussi essayé d'insister pour dire qu'elle requiert deux choses. Elle requiert bien sûr des lois justes, mais elle requiert aussi et surtout peut-être des hommes justes. Il est peut-être plus difficile de trouver des hommes justes que des lois justes, mais en tout cas, aussi justes soient-elles, les lois ne suffisent jamais à assurer l'ordre social quand il n'y a pas des hommes justes, assez justes justement pour juger eux-mêmes la justice des lois. Deux choses donc: pas de justice sans loi juste, pas de justice sans homme juste, mais une troisième chose aussi, pas de justice sans une sorte d'inquiétude constante quant aux lois. Le problème, c'est qu'on n'est jamais absolument sûr que les lois sont justes, qu'elles ne sont jamais absolument adaptées à toutes les situations possibles, et que la loi qui nous permet de juger, eh bien, elle doit parfois être assouplie, reprise, travaillée, adaptée à des situations qui sont toujours des situations particulières. Une loi qui peut être parfaitement adaptée et juste, dans le sens de la justesse par conséquent, dans telles circonstances particulières, peut très bien être inadaptée dans une circonstance qui pourrait sembler analogue, mais qui ne serait pas tout à fait semblable. Donc, la justice requiert cette inquiétude qui maintient l'homme juste en situation d'éveil, mais elle requiert aussi une certaine capacité à faire attention à la façon dont nous jugeons
c'est-à-dire, au sens le plus commun du terme, à nos jugements. Juger, c'est simplement dire quelque chose de quelque chose d'autre, à un niveau neutre. Pierre est blond, voilà, c'est un jugement qui n'est pas un jugement de valeur, qui est un jugement constatatif. Je dis quelque chose de quelque chose d'autre. Et quand il s'agit d'énoncer un jugement dans l'ordre judiciaire, eh bien, il s'agit de dire ce que vaut tel acte, de manière à établir par exemple comment il doit être sanctionné, c'est-à-dire soit puni, soit au contraire récompensé. Et le problème, bien évidemment, c'est que les jugements que nous passons, nous ne sommes jamais parfaitement assurés qu'ils sont absolument justes, c'est-à-dire absolument adéquats à la situation particulière sur laquelle nous avons à nous prononcer. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais terminé mon propos de la semaine dernière par cette citation d'Alain, que je n'avais pas commenté d'ailleurs. La justice est ce doute sur le droit qui sauve le droit. Un droit qui serait trop sûr de lui-même serait un droit dangereux. Un juge qui serait trop sûr d'être dans son droit serait un juge inquiétant. La justice est faite pour l'homme, à condition, précisément, eh bien que celui qui doit juger, parce que c'est son travail, parce que c'est son devoir, eh bien, soit capable de douter, de remettre en question, non pas la loi au nom de laquelle il juge, mais la façon, par exemple, dont il convient de l'appliquer. On pourrait considérer cette inquiétude ou ce doute comme des éléments dangereux lorsqu'il s'agit de rendre justice. Je crois que c'est le contraire qui est vrai. Il n'y a pas plus dangereux que l'absolutisation du droit. Et il n'y a pas plus utile à l'homme que le droit compris comme principe régulateur de nos actions et de nos jugements. Le droit qui n'est pas là pour décider à notre place, mais qui est là pour nous aider à juger de manière humaine, c'est-à-dire d'une manière adaptée à des circonstances qui sont toujours à la fois variables et complexes. Voilà donc, si je suis fidèle en tout cas à ce que j'ai essayé de dire la semaine dernière, comment reprendre l'essentiel de mon propos. Notre horizon aujourd'hui va donc se décaler légèrement. Il est peut-être moins celui de la justice que celui de la justesse, c'est-à-dire de la juste mesure de la justice, d'une justice qui essaie d'être le plus juste possible, bien évidemment, mais dans le sens où il s'agit pour elle, eh bien, d'être aussi adaptée que possible à ce sur quoi elle est appelée à se prononcer. La juste mesure de la justice, il me semble qu'elle peut concerner essentiellement deux domaines. La question de la juste mesure peut se poser, premièrement, quand il s'agit de répartir des biens sociaux, des salaires, des fonctions, des ressources, des primes. Et donc chaque fois qu'on a ce genre de choses à répartir, bien évidemment, se pose la question, extrêmement difficile toujours, de la répartition la plus juste. Encore une fois, que cette entreprise, que cette société soit une entreprise, ou que cette société soit la société, au sens, on parlera par exemple, de la société française. Cette juste mesure de la justice, elle concerne aussi un autre domaine, qui est celui de la sanction des fautes. Se poser la question de la juste mesure, c'est donc se demander, d'une part, comment répartir des biens, et d'autre part, comment récompenser ou comment punir, comment sanctionner des fautes, ou au contraire, comment récompenser des comportements méritoires, des bénéfices, ou alors des valeurs particulières.
Je rapproche donc ici deux perspectives que la tradition philosophique classique a tendance à distinguer assez fortement. S'il y a parmi vous des étudiants en philosophie, quand on parle de la question de la répartition des biens, eh bien, on rattache plutôt ça à ce qu'on appelle, à la suite d'Aristote, la justice distributive, la justice en tant qu'elle est chargée de distribuer, de répartir des biens. Et quand on parle de sanctionner des fautes, par exemple, de punir des coupables, de châtier, eh bien, on est plutôt enclin à considérer que ça relève d'une autre branche de la philosophie, d'une autre branche de la justice, qu'on appelle donc la justice commutative. Et puis on est habitué à se dire, voilà, il y a deux manières possibles de penser la justice, dans l'ordre de la distribution des biens ou dans l'ordre de la sanction, dans l'ordre distributif ou dans l'ordre commutatif. Et ce qu'on a dû apprendre, ou ce qu'on a appris quand on est passé en fac de philo, c'est cette idée que dans le deuxième cas, lorsqu'il s'agit de sanctionner, eh bien, on ne regarde pas au mérite particulier de la personne jugée, qui doit être considérée comme égale à tout autre, alors que dans le premier cas, au contraire, lorsqu'il s'agit de répartir des biens, on prête attention à ce que mérite chacun ou aux besoins particuliers des uns ou des autres. C'est devenu une sorte de lieu commun. Au fond, quand on condamne quelqu'un, on oublie ses mérites, on ne regarde que ses actes. Au contraire, quand on distribue des richesses ou des biens, on fait attention aux mérites des uns et des autres ou à leurs besoins. Je ne suis pas sûr qu'il faille quand même durcir ces distinctions. Je ne suis pas sûr qu'une justice qui, au nom de ce principe de la justice commutative, refuserait de prêter attention à un cas particulier, pourrait être véritablement juste. Et je ne suis pas sûr qu'on règle le problème de la justice distributive en disant « Eh bien, il faut vraiment prêter attention aux mérites ou aux besoins de chacun ». Cette distinction bien classique ne sera pas du tout le pivot de mon propos. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de signaler que, dans l'un et l'autre cas, la justice, en tant que règle de distribution et de répartition des biens, ou la justice en tant que puissance de sanction des fautes, ou des récompenses, ou de récompenses, eh bien, dans tous les cas, elle doit introduire quelque chose comme un calcul de proportionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut jamais juger directement devant un objet, un bien ou une sanction qu'il s'agit d'attribuer à quelqu'un qui la mérite. La question de la justice introduit toujours la question d'un rapport de proportionnalité. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, quelqu'un a travaillé chez vous, voilà, il a travaillé 2 heures. Combien, en toute justice, lui devez-vous? Après tout, cette question est difficile à trancher. Vous lui devez ce que vous avez conclu avec lui, du devoir. Si vous lui avez dit par avance que vous le payeriez 20 € de l'heure, vous lui devez 40 €. Pas parce que 40 €, c'est exactement ce que vaut son travail. Vous auriez pu décider avec lui que c'était 50 ou 30. C'est le résultat, bien évidemment, d'un compromis qui est tel que chacun des parties y trouve son intérêt. Et au fond, c'est juste si chacun estime qu'il y trouve son compte, celui qui paye et celui qui est payé. Donc là, on voit bien que l'idée qu'il y aurait un juste salaire mathématiquement déterminable relève d'une vue de l'esprit. En revanche, si vous le payez 40 € pour 2 heures, en toute rigueur, vous lui devez 80 € pour 4 heures. Vous allez me dire, c'est le même personnage. Bon, simplifions le cas, on pourrait y voir plus clair. Vous avez 2 ouvriers. Si l'un a travaillé 2 fois plus de temps que l'autre,
en estimant bien évidemment que leur travail a été à peu près similaire, qu'ils ont été aussi efficaces l'un que l'autre, celui qui a travaillé 2 fois plus, il semble clair qu'il mérite un salaire double. Il ne s'agit donc pas de dire que celui qui a travaillé 4 heures mérite absolument 80 €. Il mérite relativement 80 € par rapport à celui qui a travaillé 2 heures et qui a gagné 40 €. C'est cela que j'appelle une affaire de proportion, de proportionnalité. 2 est à 40, ce que 4 est à 80. Et dès lors qu'il s'agit de se demander justement ce que c'est que l'équité, parce que c'est bien dans ce domaine-là qu'on vient subrepticement de rentrer, on n'est plus confronté à quelque chose comme des normes absolues de la justice, mais à des rapports de proportion avec lesquels il faut jouer. Or, ces rapports de proportionnalité, on les trouve bien évidemment un peu partout. Je prends 2 exemples. Un canapé vaut, imaginons, je ne connais rien du tout au prix des canapés, je vais lâcher un prix quelconque, alors n'allez pas hurler si c'est trop cher ou pas assez cher, j'en sais strictement rien, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de canapé, mais je dis, allez hop, 3 000 €. Ça va, 3 000 € pour un canapé? Ça dépend du canapé, vous allez me dire, hop, voilà. Mais une chose est sûre, on ne peut pas dire que c'est le juste prix, au sens où de manière absolue, il y aurait des calculs savants qui permettraient de déterminer que le prix de ce canapé, c'est 3 000 €. On est simplement, au fond, non pas dans une égalité stricte, mais dans une équivalence forcément approximative. Et c'est d'ailleurs pour cela, bien évidemment, que le prix peut se négocier, parce que le prix de départ n'est pas un absolu qui vaut par lui-même, mais un ordre de grandeur nécessairement approximatif. Par rapport à tel canapé d'une autre matière, d'une autre dimension, fabriqué dans d'autres conditions, on peut considérer qu'il vaut un peu plus, ou un peu moins, ou 2 fois plus, ou 2 fois moins. On est, bien sûr, dans des calculs de proportionnalité, dans des évaluations proportionnelles, et non pas dans des déterminations quantitatives, précises et absolues. Donc bien évidemment, on retrouve au fond le même schéma général lorsqu'il s'agit de se demander comment répartir des biens. Qu'est-ce qui est dû à chacun, y compris dans des situations très concrètes. Qu'est-ce que c'est que le juste salaire? Est-ce qu'on mérite vraiment le salaire que l'on touche? Est-ce que tel travail vaut exactement tel salaire? Vous savez aussi bien que moi que poser la question de cette façon, ça n'a à peu près aucun sens. En revanche, qu'à travail égal, à compétence égale et à diplôme égal, eh bien, on ne touche pas le même salaire que son voisin, par exemple parce qu'on est une femme, il paraît que ça a fait à peu près 20% de moins à l'arrivée, il y a là peut-être quelque chose qui peut nous interpeller et nous demander si tout cela est bien juste. Ce qui est le problème de l'équité, ce n'est pas le problème de savoir si un tel doit toucher, par exemple, tel salaire. Le problème de l'équité, c'est de savoir, un tel touchant tel salaire, est-il juste qu'un tel touche plus ou moins, ou beaucoup plus, ou beaucoup moins? L'équité, encore une fois, est affaire de proportion. Et la proportion, ici, même si elle peut être symbolisée par une sorte de calcul ou de formule mathématique, A est à B ce que C est à D, ou AD égale BC, si vous voulez, peu importe, eh bien, en réalité, ne nous laissons pas abuser. Cette proportionnalité, ici, est toujours indicative, est toujours approximative. Il n'y a pas de logiciel mathématique qui permette de répartir en toute justice des biens ou des bénéfices sociaux. Le problème se complique, bien évidemment, lorsqu'on se demande selon quels critères, après tout, répartir des biens.
ça pourrait être le critère du mérite. Donnons plus aux plus méritants, donnons moins aux moins méritants. Ça semble être plein de bon sens. Après tout, c'est discutable. Ceux qui ont du mérite sont déjà gâtés, donnons plus aux moins méritants, puisque justement, ils ont moins de chance. Bon. Je veux dire simplement que ce n'est pas évident, ce critère du mérite, sans compter que savoir exactement ce que mérite quelqu'un, je vous mets au défi de mesurer précisément le mérite d'une personne, et même de le mesurer à la louche. On y reviendra. Cette rhétorique du mérite, assez courante. Ah oui, mais il gagne très bien sa vie, mais il l'a bien mérité. Il gagne très bien sa vie, c'est un fait. Il l'a bien mérité, ça devient une proposition qui est nettement moins évidente. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il a bien mérité? Il a fait de grandes études, bah oui, mais enfin, il est dans une famille où tout le monde étudiait. Il a travaillé sérieusement. Bon, mais il a été éduqué de manière à travailler sérieusement. Il travaille beaucoup. Bon, d'accord, mais tout ça est important, bien évidemment. Mais dès qu'on traduit ça en termes de mérite, on n'est plus dans le constat objectif, on est dans un jugement de valeur qui a quelque chose quand même d'un petit peu approximatif. À chacun selon ses besoins, on se rend compte que ça ne règle pas grand-chose. Nos besoins, c'est quoi? On a fondamentalement les mêmes. Boire, manger, dormir, bon d'accord. Ou non, on a des besoins. Si je suis plus gros, j'ai besoin de manger un peu plus. Si je suis alcoolique, j'ai besoin d'un peu plus de bière. Bon, compliqué aussi cette question des besoins après tout. Oh, on pourrait trouver une solution plus cynique. À chacun selon sa force. Chacun prend ce qu'il est assez fort pour récupérer. La loi du plus fort. Hein. Bon, et là on se rend compte qu'en termes d'équité et de justice, on se rend compte intuitivement que c'est peut-être la solution la plus claire. Après tout, parce que celle-là est indiscutable. Hein, Pascal disait que l'avantage de la force, c'est qu'elle est indiscutable. On voit tout de suite qui est le plus fort. Qui est le plus méritant? On peut débattre pendant des heures. Qui a le plus de besoins? Ça ne saute pas forcément aux yeux immédiatement. Qui est le plus fort? Vous les mettez sur un ring, ça se voit tout de suite. Le dernier qui reste, de toute façon, c'est le plus fort. Et on sent bien que s'il y a là un mode de répartition qui aurait l'avantage d'être assez clair et indiscutable, c'est peut-être pas quand même la forme la plus élevée de la justice ou de l'équité. Bref, ce que j'ai tenté de faire pour le moment dans cette introduction, c'est de vous faire mesurer le problème, c'est-à-dire qu'au fond, la question de l'équité est une question redoutable, une question complexe qu'on ne réglera pas à coup de slogans, à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses mérites. Et c'est complexe parce qu'on a affaire toujours à des situations mouvantes, approximatives. Et donc, au fond, la loi n'a pas grand-chose à dire sur ce qui concerne la gestion de l'équitable. La question de l'équité ne peut être gérée que par l'homme équitable, et l'homme équitable, dont on va essayer tout doucement de dessiner le portrait au cours de ces quelques dizaines de minutes que nous allons passer ensemble, c'est d'abord celui qui sait que la loi ne suffit pas, que la loi n'est pas adaptable à toutes les situations, à tous les cas particuliers, à toutes les configurations possibles, et que par conséquent on ne peut pas se passer du génie propre de celui dont la vertu est l'équité. L'homme équitable, c'est donc celui qui sait que la loi ne suffit pas, que les mérites sont toujours discutables, que les besoins sont évolutifs, mais que pourtant, il faut partager, il faut rétribuer et il faut sanctionner. J'avais évoqué cette idée la semaine dernière, mais si la difficulté de la tâche, juste répartition des biens et juste sanction des fautes, était telle qu'elle nous paralysait, au nom d'une difficulté à saisir ce qui est juste, nous nous condamnerions à la pire des injustices. Ne pas sanctionner, ne pas rétribuer, ne pas partager, ne pas distribuer. Ce sont donc ces problèmes très concrets, je l'espère, que je vais essayer d'aborder
avec vous ce soir. Et puis une fois n'est pas coutume, je ne suis pas familier des plans, mais je vais vous en donner un. C'est une façon de vous prouver que je suis quelqu'un de bien obéissant et à l'écoute de ceux à qui il s'adresse. Puisqu'on m'a dit, il n'y a pas longtemps, ce serait quand même vachement bien que tu fasses des plans, parce que comme ça nous aide à voir exactement où tu vas. C'est quand même plus pratique à suivre, parce que sinon on suit un petit peu à l'aveugle. Voilà. Bon. Alors voilà, j'ai fait un effort terrible aujourd'hui. Je vous ai mitonné un petit plan aux oignons. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de partir de ce qu'on appelle, dans la tradition philosophique classique, la cité juste. Le modèle de la cité juste. Pour essayer de vous montrer que ce modèle relève d'une sorte d'abstraction générale et que si on pose le problème de l'équité au niveau de la cité, on ne règle pas grand-chose et on vient buter sur des difficultés majeures. Du coup, dans un deuxième temps, alors si vous voulez des titres, du droit abstrait au droit concret, j'essaierai de poser le problème au niveau concret des droits individuels. Non pas au niveau de la cité, mais au niveau de l'individu. Et puis dans un troisième temps, je m'interrogerai sur la vertu d'équité, à ce que les Grecs appelaient epieikeia. On avait parlé un petit peu latin la semaine dernière, on parlera un peu grec aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, la figure du vrai juste, comme figure de celui qui n'a pas les yeux rivés sur la loi pour savoir exactement comment il doit se prononcer, mais qui est attaché à la singularité de chacun. Non pas celui qui dénie à la loi d'être une norme à partir de laquelle il faut juger, mais celui qui est capable de se rapporter à la loi comme une aide, comme un repère, mais pas comme un principe absolu de jugement. Le vrai juste comme celui, si vous voulez, qui est capable de reconnaître en lui une sagesse qui ne l'élève pas au-dessus des lois, mais qui le rend capable de juger non pas selon la lettre de la loi, mais selon son esprit. Donc, premier temps de ce parcours, la cité juste, les modèles, les représentations de la cité juste, et surtout l'abstraction de la cité juste. Cette question de la cité juste est une question très très ancienne. Dès que la philosophie est née, il y a environ 25 siècles, enfin je disais déjà ça au siècle dernier, donc peut-être qu'il faudra en rajouter un depuis, mais le siècle dernier c'était il n'y a pas longtemps, le problème de la cité juste, ce n'est pas du tout le problème de la sanction. C'est bien le problème de la répartition des tâches, des fonctions et des rôles sociaux. Bref, dès que la philosophie est apparue, avec Socrate, Platon, Aristote, s'est posée la question, mais tout de suite, de savoir comment, dans une cité juste, je vous rappelle quand même que la philosophie est née dans le cadre de la cité athénienne, comme cité démocratique, comme modèle politique tout à fait original dans l'Antiquité, et comme modèle dans lequel se posaient des questions qui ne s'étaient peut-être pas tout à fait posées ailleurs. La cité athénienne, c'est cette cité qui considère, après tout, que le pouvoir ne va pas de soi et que tous les citoyens ont leur mot à dire dans la répartition des pouvoirs, des fonctions et des rôles sociaux. Et qu'il n'y a pas de normes extérieures, du juste et de l'injuste, en matière de répartition des pouvoirs et des rôles sociaux, que c'est au peuple dans son ensemble d'être à lui-même sa propre norme et de se la donner à lui-même. Ça fait surgir, bien évidemment, dans le paysage antique, des problématiques tout à fait nouvelles, et la philosophie doit beaucoup à ce paysage politique singulier de la Grèce antique et la cité athénienne en particulier. Donc le problème de la cité juste, disais-je, n'est pas du tout celui des sanctions, c'est celui de la répartition des biens, des pouvoirs, des fonctions et des avantages. Intuitivement, on sent qu'il s'agit ici de deux choses.
d'abord, éviter, par exemple, les inégalités scandaleuses. Mais si on énonce les choses ainsi, éviter les inégalités scandaleuses, ça laisse bien évidemment penser que toutes les inégalités ne sont pas scandaleuses, qu'il y aurait des inégalités acceptables, voire peut-être des inégalités inévitables, voire même, pourquoi pas, des inégalités souhaitables. La tradition de la philosophie politique a rarement considéré que l'inégalité était absolument inique et que le problème de l'équité n'était pas celui de la liquidation pure et simple de toutes les formes d'inégalité. Il y a des inégalités résiduelles, il y a des inégalités avec lesquelles il faut composer. Le problème de l'équité, c'est savoir à partir de quand et dans quelles conditions elles deviennent aberrantes et scandaleuses. C'est sans doute une question qu'il faudra se poser. Intuitivement, on sent aussi que le problème de la cité juste est le suivant: permettre à chacun de disposer de ce qui lui est dû, non pas pour survivre, il y a quelque chose d'injuste à donner à quelqu'un juste de quoi survivre, même s'il y a quelque chose de plus injuste encore à ne même pas lui consentir ce qui est nécessaire à sa survie. Donc, permettre à chacun de disposer non pas simplement de ce qui lui permettra de survivre, mais de vivre humainement. On sent bien intuitivement que la question de la justice sociale, c'est la question de savoir ce qui est requis à tout homme pour vivre décemment, c'est-à-dire non pas simplement pour survivre, mais pour élever sa vie à hauteur d'humanité. Mais bien évidemment, une fois qu'on a compris intuitivement ces deux pistes, éviter les inégalités scandaleuses et permettre à chacun de disposer de ce qui est requis, non pas simplement pour survivre, mais pour vivre humainement, on est confronté à deux problèmes. Comment déterminer ce que serait une juste inégalité ? Une chose est de dire que toutes les inégalités ne sont pas injustes, autre chose est de dire ce que c'est qu'une juste inégalité. Ça sent un peu l'oxymore comme formule, et pourtant il va falloir la prendre au sérieux. Deuxième problème, mais comment déterminer ce qui est dû à chacun ? On y revient toujours. Les besoins, les mérites, la naissance. Je voudrais là encore vous rappeler, j'insiste là-dessus, que la notion sur laquelle on a tendance, me semble-t-il, à se jeter intuitivement aujourd'hui, à la notion de mérite, est quand même une notion piégée, à manipuler avec précaution. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que chaque fois que dans une conversation, même amicale, privée, mon interlocuteur évoque un mérite, le sien, ou celui de tel entrepreneur, de tel sportif, bref, de tel individu qui aurait particulièrement réussi et qui aurait tout pour bien vivre, mais j'ai remarqué que le recours à la question du mérite, ou à la notion de mérite, fonctionne bien souvent comme argument de justification a posteriori d'un avantage, somme toute, aléatoire. Un pascalien trouverait facilement, me semble-t-il, qu'on peut remplacer le mot mérite par le mot hasard, et que parfois ça marcherait tout aussi bien. Ibrahimovic a beaucoup de mérite, a très 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 bien joué au football, mais quand on sait tous les obstacles qu'il faut franchir, dont certains parfaitement aléatoires, pour devenir un joueur de foot professionnel, on pourrait très bien se dire aussi, sans réduire ou sans récuser son talent, eh bien qu'il faut aussi beaucoup de chance pour devenir un joueur professionnel de haut niveau. Peut-être moins de chance que pour devenir roi. Là, c'est la loterie. C'est, dans un pays de 50 millions d'habitants, ça fait une chance sur 50 millions, quoi. Bon, bref, il faut être né fils de roi. Bon, d'accord. Mais on sait bien qu'il y a une part d'aléatoire dans toute carrière, dans tout devenir, et que, du coup, la rhétorique du mérite vise parfois tout simplement à camoufler ce qu'une carrière doit à des éléments qui n'ont pas tout à voir, en tout cas avec le mérite.
De là à conduire que tout mérite est illusoire, à conclure que tout mérite est illusoire, bien sûr que non. Mais il y a une rhétorique empoulée du mérite qui consiste parfois à justifier a posteriori une situation qui ne doit pas tout au mérite. Parfois, quand même, on a bien de la chance d'être là où on est, voire d'être devenu ce que l'on est. Je vous renvoie au discours de Pascal au jeune duc de Luynes, le fameux discours sur la condition des grands, qui affronte ce problème avec une puissance intellectuelle et une ironie d'ailleurs assez bordante. Toutefois, le problème de la répartition des biens sociaux et des avantages politiques reste bien le problème de l'équité. Quel que soit le bout par lequel on prend la question, ça devra commencer par « à chacun selon ». Et le début, ça va. C'est ensuite que ça se complique. À chacun selon quoi? Et les théoriciens de la cité juste n'ont pas manqué d'y aller de leurs propositions, mais justement de propositions qui restent quand même toutes théoriques. Je vais évoquer deux de ces propositions célèbres, celle de Platon, la Callipolis, la cité parfaite, la cité idéale comme cité juste, et celle de Rawls dans sa célèbre, me semble-t-il, théorie de la justice. Commençons donc ici par Platon. Alors, certains voient très bien ce que c'est, j'irai assez vite, je ne vais pas y passer 2 heures. Alors, ce qu'on appelle la Callipolis, c'est la cité idéale, un kalos, le beau, la belle cité, harmonieuse, bien gérée, bien administrée, juste. Et je vous rappelle comment Platon règle le problème de la cité juste, et donc de la juste répartition des avantages politiques ou des fonctions sociales. Il le règle à partir d'une conception de l'homme, d'une sorte d'anthropologie, c'est-à-dire il part du principe selon lequel notre âme est tripartite. Elle n'est pas faite d'un bloc, et c'est justement parce qu'elle est tripartite qu'elle n'est pas exactement la même en chacun de nous. Il y a une partie, la plus basse, qu'il appelle épitumia en grec, allez, le ventre, si vous voulez, la partie appétitive, la partie sensible, la partie désirante de l'âme, attachée aux réalités sensibles, soucieuse des plaisirs de la table ou du lit, pourquoi pas. Voilà, épitumia. Il y a le thumos, autre partie de l'âme, qui est plutôt rattachée dans la rhétorique platonicienne au cœur. J'en reparlerai lors de la conférence que je ferai sur le courage dans 15 jours. Le cœur, donc plutôt l'ardeur. Voilà. Ce qui nous donne du courage, ce qui nous pousse à lutter. Et puis, troisième partie de l'âme chez Platon, la partie rationnelle, ce qui nous rend capables de réfléchir, de penser, d'analyser. Et Platon nous dit que à ces 3 parties de l'âme correspondent en quelque sorte 3 types d'hommes. Ceux qui sont dominés par la partie appétitive de l'âme, la partie désirante, ceux-là, ils feront d'excellents commerçants, agriculteurs, reproducteurs éventuellement. Ceux dont l'âme est dominée par la partie, par le thumos, l'ardeur, le courage, ils feront d'excellents gardiens de la cité, d'excellents militaires, d'excellents gendarmes. Et puis ceux dont l'âme est dominée par la partie rationnelle, vous allez me dire, ils feront d'excellents philosophes, pourquoi pas, Platon va plus loin, ils sont les mieux à même de gouverner les cités. C'est ce qu'on appelle la doctrine du philosophe roi, confions le pouvoir au plus rationnel des hommes, aux philosophes, j'aimerais bien, après tout, pourquoi pas, c'est-à-dire ceux dont l'âme est dominée par la partie rationnelle. Donc vous voyez que Platon règle le problème de la justice sociale de manière très très simple. On ne devient pas artisan, agriculteur, gardien de la cité, militaire, gendarme, ministre ou président de la République ou roi, en fonction de ses goûts, de ses aspirations, de ses études, de ses désirs, de sa naissance, mais en fonction d'un statut quasi ontologique. La cité la mieux ordonnée, c'est-à-dire la cité la plus juste pour Platon, c'est celle
qui donne à chacun selon sa nature, qui accorde à chacun selon ce qu'il est. Si l'est, eh bien, dominé par ses puissances appétitives, eh bien, qu'il commerce, qu'il cultive, qu'il vende, qu'il se prospère. Ça tombe bien, la cité a besoin de lui, elle a besoin aussi de faire fortune, de prospérer, d'accumuler des richesses. Tant mieux. Si, par nature, il est plutôt irascible, agressif, coléreux, ou alors, disons, plein d'ardeur, eh bien, c'est bien. Qu'on le traite selon sa nature, ça fera un guerrier. Si par nature il est rationnel, ça fera un roi, un ministre, un gouvernant, en tout cas. Alors c'est assez intéressant cette idée parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en discutant, alors je ne sais pas s'il est là, mais en discutant avec quelqu'un qui travaille dans le domaine des ressources humaines, dans une grosse société, qui me disait, mais au fond, moi je fonctionne un petit peu comme ça arrive. Je remarque quand il y a des candidats qui viennent et que pour un recrutement, j'essaie de voir, il y a des doux, il y a des modestes, il y a des frimeurs, il y a des sur-deux. Et ce qui m'intéresse, c'est de... Parfois, je me dis pas, un tel est un frimeur, donc j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de frimeur dans ma société. Alors, je sais pas s'il est là, je ne le vois pas, non. Rassurez-vous, je vais en dire strictement aucun mal. Enfin, quoique maintenant qu'il est pas là, après tout peut-être, mais je suis filmé, là, c'est ça hein, le problème. Hein, faut que je me méfie quand même. Hein. Non, mais parfois, voilà, il s'agit pas de dire à quelqu'un, bon il est un peu frimeur, un peu sûr de lui, il vaut mieux qu'il cache ça. Non, non. Parfois, pour certains postes, j'ai besoin de frimeurs. Parfois, pour certains postes, j'ai besoin de gens modestes. Parfois, pour certains postes, j'ai besoin de gens plutôt sensibles, attentifs aux autres. Et le tout, c'est de donner à chacun la fonction qui correspond le mieux à ce qu'il est. Bon, après tout, pourquoi pas? On verra que le problème ici est peut-être celui de l'essentialisation du caractère. Est-ce qu'on peut considérer un caractère historiquement façonné comme une sorte d'essence individuelle? Est-ce que je suis frimeur? Ou est-ce que je suis enclin, dans telle circonstance particulière, à frimer un peu? C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que je suis devenu? Est-ce que je le resterai définitivement? Est-ce que je le suis en toutes circonstances? Bon, c'est assez complexe quand même la nature humaine, et trop complexe bien évidemment pour qu'on puisse la réduire à ces fameux 3 schémas platoniciens qui ont quand même quelque chose d'un peu plaqué et d'un peu abstrait. Puis d'ailleurs, essayez de confier les cités aux philosophes, là vous allez voir qu'il y a bien pire que les politiques pour nous gouverner, ça j'en suis à peu près sûr. Bon. Deuxième schéma, enfin deuxième figure un petit peu, deuxième manière de concevoir la cité juste, la cité bien ordonnée, où les biens seraient bien répartis, les fonctions, les avantages, le modèle de John Rawls, R-A-W-L-S, donc un philosophe américain contemporain, qui lui aussi, qui a fait fureur il y a une vingtaine d'années avec sa théorie de la justice. J'en parlais cet après-midi avec un ami qui me disait que c'était absolument nul. Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas nul. Ça pose des problèmes, mais non, ça ouvre quand même des pistes intéressantes. Et je voudrais quand même l'évoquer rapidement. Platon part du principe selon lequel les individus seraient déjà naturellement fortement différenciés. Par nature, nous ne serions absolument pas semblables, et le problème de la justice serait celui de la détermination de ce qui convient le mieux à notre nature telle qu'elle est. Du coup, pour Platon, l'équité politique consisterait à déterminer la place de chacun selon sa nature et selon une nature fortement essentialisée. Mais d'autres penseurs politiques, tels que Rawls, sont plus sensibles à ce qu'il y a de fondamentalement commun aux hommes qui se distinguent par leur place dans l'histoire et dans la société, bien plus que par leur nature. Au fond, ce que nous dit Platon, c'est que par nature, les hommes sont essentiellement différents, ce qui va marquer Rawls, à la suite de Jean-Jacques Rousseau, c'est que, par nature, les hommes sont essentiellement semblables,
et que c'est leur histoire et leur place dans la société qui va peu à peu les différencier les uns des autres. L'histoire et la société seraient essentiellement des processus de différenciation, mais sur la base d'une sorte d'essence commune. Il y aurait donc, dans ce cas-là, une sorte d'égalité naturelle, et l'inégalité serait donc une construction sociale. Vous retrouvez ici un lieu commun de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, et que je vais laisser de côté. Mais ce lieu commun que l'on retrouve chez Jean-Jacques Rousseau, on le retrouve chez Rawls, qui le revendique parfaitement. Rawls se dit bien que sa théorie de la justice s'inscrit dans la tradition du contrat social. Et par contrat social, il n'entend pas celui de Hobbes, mais il entend bien celui de Rousseau. Un état naturel des hommes assez largement indifférencié. Quel est le projet de Rawls ? C'est de réduire d'abord le problème de la justice à celui de la justice sociale. Dans la théorie de la justice, ne cherchez pas une réflexion profonde sur les sanctions, il s'agit simplement de savoir comment répartir des biens sociaux. Il s'agit donc de penser la meilleure répartition par les institutions sociales elles-mêmes, d'une part des droits et des devoirs fondamentaux, comment les répartir, selon quelles règles, et de répartir, deuxièmement, les avantages tirés de la coopération sociale. Et le choix, le parti pris de Rawls, c'est donc d'écarter toute référence au mérite et à la valeur, qui sont au fond des notions qu'il juge idéologiques et donc piégées. Si on part du principe qu'on juge la plus juste répartition en fonction du mérite et de la valeur des individus, on risque de tomber dans quelque chose de très approximatif et de très discutable. Enfin, son projet, troisième caractéristique de son projet, c'est de penser un système social, politique, qui permet d'obtenir des avantages pour chacun et pas seulement, je cite, la somme totale de satisfaction la plus grande possible. Alors c'est important parce que c'est sa façon de se mettre à distance de ce qu'on appelle la tradition utilitariste, telle qu'elle existe chez Bentham et chez Mill par exemple, avec cette idée que la meilleure société est celle dans laquelle la somme totale des satisfactions est la plus grande possible, même si, après tout, chacun n'y trouve pas absolument son compte. Rawls, dont la perspective a quelque chose d'utilitariste, prend quand même soin, je crois qu'il n'accepterait pas ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave, prend quand même soin de préciser que non, son propos, c'est que la société la plus juste est celle dans laquelle chacun obtient des avantages à partir desquels il peut trouver une satisfaction pour lui. Elle doit donc être au bénéfice de chacun et non pas seulement, disons, de la société comprise abstraitement dans son ensemble. Et du coup, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre d'accord sur cette meilleure répartition possible des biens sociaux au bénéfice de tous, enfin de chacun, et non pas seulement, abstraitement, du plus grand nombre. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Et la réponse est assez simple, c'est que nous jugeons tous, quand nous discutons de ce genre de choses, à partir de notre situation personnelle, c'est-à-dire à partir de nos intérêts particuliers. Si je suis un intellectuel, je trouverai que la société la plus juste est celle qui laisse la meilleure place aux intellectuels. Si j'ai beaucoup de biens que je veux léguer à mes enfants, je jugerai que la société la plus juste est celle qui permet de transmettre, avec une fiscalité intéressante, ces biens à ses enfants. Si j'ai aucun bien à transmettre à mes enfants, ça ne me semblera pas juste du tout, bien évidemment. Si je suis un travailleur manuel, j'aurais tendance à considérer que la société la plus juste est celle qui s'appuie véritablement sur les ressources concrètes de ceux qui sont capables de produire des richesses, de travailler la matière, etc. Bien évidemment qu'on jugera toujours à partir de nos intérêts particuliers, et c'est pour ça que nos petites conversations de fin de repas ont toujours quelque chose d'un tout petit peu piégé.
Chacun voit midi à sa porte, et si nous pouvons nous disputer un petit peu, enfin je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive tout le temps, eh bien parce que nous ne sommes pas d'accord sur des principes qui nous semblent des principes fondamentaux de la justice, mais Rawls a raison je crois, c'est parce que nous prenons toujours le problème par le petit bout de la lorgnette, celui de nos intérêts particuliers. Nous avons une vision de la justice sociale et de l'équité qui est déterminée par la place que nous savons être la nôtre dans la société dans laquelle nous vivons. Et bien évidemment, du coup, les dés sont un peu pipés. Et donc, ce qu'il y a d'original chez Rawls, c'est qu'il nous dit qu'il faut s'abstraire d'une position socialement construite ou d'une position socialement acquise et imaginer une sorte de situation analogue à ce que Rousseau, par exemple, appelait l'état de nature. Or, ça consiste en quoi ? Ça consiste à imaginer une situation dans laquelle personne ne connaîtrait sa position dans la société, son statut social, les capacités particulières qui seraient les siennes, les dons naturels dont il aurait pu bénéficier, tels que l'intelligence, la force, la santé, la robustesse. Rawls nous dit, faisons abstraction de tout ça et imaginez un instant que nous ayons tous à décider ensemble de ce que doit être la répartition sociale des biens la plus juste. Et donc, pour réussir à le faire en laissant de côté nos intérêts particuliers, nous imaginons que nous sommes renseignés sur rien nous concernant. Nous ne sommes pas renseignés sur notre place dans la société. Suis-je riche ? Je n'en sais rien. Suis-je en bonne santé ? Je n'en sais rien. Ai-je un travail qui me plaît ? Je n'en sais rien. Suis-je fils de roi ou de manant ? Je n'en sais rien du tout. Et donc la question devient de savoir comment, dans ce cas-là, nous prononcerions-nous. C'est ce qu'il appelle, de deux noms différents, premier nom, pas très sexy, un statu quo initial. Voilà. On part d'une sorte d'égalité qui a ceci de particulier, qu'elle est une égalité dans le néant des qualités. Puisqu'aucun d'entre nous n'est renseigné sur ce qu'il est, sur sa place dans la société, nous sommes tous a priori égaux en ignorance. Et puis le terme le plus célèbre qu'il emploie, je crois qu'il est devenu très célèbre, c'est qu'il appelle le voile d'ignorance. Jetons un voile d'ignorance sur chacun de ceux qui ont à discuter ensemble de la plus juste répartition des biens, pour qu'ils essayent de poser le problème justement à partir de ce voile d'ignorance et non pas à partir de leurs intérêts particuliers ou de la position qui est la leur et qu'ils connaissent très bien dans la société à laquelle ils appartiennent. Alors, je ne fais pas toute la démonstration, lisez le bouquin de Rawls si vous intéresse. Il y a deux manières de le lire, il le dit lui-même. Première manière, classique, vous l'ouvrez à la première page, vous finissez à la dernière. Bon, ça, c'est classique. Deuxième manière, c'est la lecture rapide, et lui-même vous donne un guide. Il vous dit dans l'introduction, en tout cas dans la version que j'ai moi, voilà, vous pouvez laisser tomber tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre, vous pouvez passer directement de là, à là, à là, à là, hop, un petit parcours comme ça dans l'ouvrage général, et je crois que j'avais compté à l'époque, il y a au moins 20 ans que j'ai lu ça, mais je crois que vous avez 56 pages. Bon, donc les pressés, vous faites le parcours rapide, les pas pressés, vous lisez tout, et puis ceux qui se disent après tout, comme a dit Martin, suffit largement, bah, vous lisez rien du tout, ça marche aussi. Hein, bon. Et Rawls en déduit deux principes d'organisation sociale que d'après lui, chacun choisirait rationnellement dans cette situation initiale. Il nous dit, chacun, dans ce cas-là, tiendrait d'abord à l'égalité des droits. On ne sait jamais. Si je dis qu'il est normal que les aristocrates aient plus de droits que les artisans, on ne sait jamais. Si je suis artisan, ça va se retourner contre moi. Soyons prudents, soyons rationnels. Principe de l'égalité des droits. Pas au nom d'un sens bien compris de la justice, mais au nom d'une sorte de pari sur soi-même, de pari rationnel sur soi-même. Ne sachant pas quelle est ma position sociale, mieux vaut assurer l'égalité des droits. Mais en même temps, nous dit-il, deuxième principe, un principe de différence, c'est-à-dire qui préserve pour chacun la possibilité de s'élever socialement. Rawls nous dit, les individus dans cette situation de voile d'ignorance, ils se disent quand même, si j'ai plus de compétences qu'un autre,
si je suis vachement plus fort au football, ou si j'ai vachement plus de talent comme artisan. Ce serait quand même dommage que j'en tire pas un bénéfice privé. Et donc, nous dit Rawls, dans cette situation du voile d'ignorance, tous les individus, probablement, choisiraient ce principe de différence qui doivent permettre à chacun de s'élever socialement en fonction de ses aptitudes particulières. Et donc ce sont les deux principes fondamentaux de la justice sociale pour Rawls, l'égalité des droits, mais en même temps l'acceptation d'un jeu de différence en fonction de la façon dont chacun use de ses compétences, de ses savoirs et de ses forces naturelles. Il n'est donc pas injuste pour Rawls que ceux qui ont plus de compétences dans tel domaine aient une part plus grande aux avantages sociaux ou économiques liés à ces compétences particulières. Je vous l'ai dit, et je n'étais pas ironique, je trouve ça intéressant. Alors, vous comprenez que ce que vient de théoriser Rawls, c'est l'État libéral. Ok, égalité des droits, mais principe de différenciation. Bon, c'est pas une insulte, l'État libéral, après tout. Pourquoi pas? Bon. Je crois que le problème est ailleurs. Avec Platon comme avec Rawls, on est en pleine abstraction. Au sens propre, on a affaire à des individus bizarres qui sont totalement désindividualisés. Des individus si étranges que leurs intérêts sont désintéressés et dont les caractères sont soit essentialisés chez Platon, soit inexistants chez Rawls. Autrement dit, des espèces d'ectoplasmes assez étonnants qui font mine de s'intéresser à la bonne façon de répartir les biens sociaux, mais qui en définitive sont tels qu'on aurait du mal à croire qu'ils sont réellement concernés. Or, le problème de l'équité ne va pas sans considération des individus concrets. Il faut prendre en compte leur place dans la société, il faut prendre en compte leurs compétences, il faut prendre en compte leurs faiblesses réelles, leurs handicaps, leurs problèmes de santé, ou au contraire, leurs qualités exceptionnelles. Qu'est-ce que ce serait que l'équité si elle devait faire abstraction des individus réels, dotés de qualités ou de défauts réels? Et donc, c'est pour ça que je vais pouvoir entamer ma deuxième partie, et donc essayer d'envisager cette question de l'équité en passant de ces considérations abstraites, Platon à un bout, Rawls à l'autre, à ce que j'appelle le droit concret, c'est-à-dire le droit tel qu'il concerne des individus concrets dans des situations historiques et sociales concrètes. Je vais partir de l'idée selon laquelle les grands principes généraux, égalité des droits, principe de différence, c'est beau, c'est joli vraiment, mais ces grands principes généraux, aussi généreux soient-ils, ne suffisent jamais à assurer l'équité. Et qu'il n'y a équité que là où il y a une attention particulière à la situation particulière de chacun. Sinon, on est menacé par un risque de formalisme abstrait qui génère des droits qui sont peut-être égaux, mais qui sont au fond absolument vides. Je vais prendre là encore deux exemples. Un, rapidement, l'autre, je vais peut-être m'y étendre un tout petit peu plus. Le premier tient, par exemple, à ces droits qui sont considérés comme universels par excellence, au nom d'un principe d'égalité, qui sont les droits de l'homme. Très bien. Ça fait longtemps, tant mieux après tout, qu'on chante la gloire des droits de l'homme comme une découverte absolument extraordinaire qui garantit l'égalité des droits sur tout l'ensemble de notre terre. Bon, très bien. Ils sont universels. Mais au fond, quelqu'un comme Hannah Arendt, une des grandes figures de la philosophie du XXe siècle, a bien vu qu'au fond, le problème des droits de l'homme, c'est précisément leur abstraction. C'est facile de dire tous les hommes ont le droit au travail. Tous les hommes ont le droit à un travail qui doit leur permettre
dont ils pourraient vivre dignement. C'est bien, c'est beau. Oui. Mais concrètement, dans une société réelle, comment on répartit le travail? Comment on traite les chômeurs? Comment on aborde le problème de la formation? Et quand quelqu'un n'a pas de travail, est-ce qu'il a le droit de venir vous voir en disant je suis victime d'une injustice, puisque les droits de l'homme nous disent que chacun a droit au travail et que moi je n'en ai pas. Donc je suis lésé dans mes droits fondamentaux, je demande justice. On se rend bien compte que dès qu'on passe à la figure concrète, ça ne marche pas très bien. Le droit à un logement décent, le droit d'être logé dignement, etc. Mais bien sûr que c'est important. J'ironise absolument pas là-dessus. Mais concrètement, on fait comment? Concrètement, celui qui n'a pas les moyens de se loger décemment, comment peut-il faire valoir ses droits? Entre la proclamation abstraite et générale d'un droit de chacun à vivre dans la dignité et la réalité concrète où, hélas, trop de gens ne vivent pas dans une situation qui témoigne de leur dignité, il y a bien évidemment un hiatus considérable. Les grandes proclamations, liberté pour tous, égalité pour tous, logement pour tous, travail pour tous, éducation pour tous, elles sont bien sûr absolument formidables. Mais concrètement, une fois qu'on a proclamé ça, on n'a rien fait. C'est-à-dire que même dans nos pays où sont nés les droits de l'homme, il y a toujours des gens sans travail, il y a toujours des gens sans logement, il y a toujours des gens sans éducation. Alors bien sûr, on peut régler le problème de la manière la plus simple, c'est de leur faute, ils l'ont bien cherché. Bon, ce ne serait pas seulement du cynisme, ce serait de la bêtise, bien évidemment. Bon. Bref, des droits proclamés comme universels sont vides de tout contenu s'ils ne s'inscrivent pas dans un jeu d'application concrète. L'équité réelle, la justice réelle, le droit réel commencent non pas dans les grandes déclarations formelles universelles, mais là où des institutions politiques et sociales s'organisent concrètement pour que ces droits puissent être satisfaits, pour construire des logements sociaux, pour mener des politiques susceptibles de réduire le chômage, par exemple. Et c'est une affaire bien plus compliquée que de mener une politique de lutte contre le chômage, que de proclamer abstraitement le droit de chacun au travail. C'est une affaire politique bien plus compliquée de construire des logements sociaux que de proclamer abstraitement que chacun a droit à un logement décent. Il y a aussi un autre personnage qui m'intéresse ici, c'est un économiste indien qui s'appelle Amartya Sen. Sen, S-E-N, Amartya, M-A-R-T-Y-A. Amartya Sen qui est un des grands critiques de Rawls, est un personnage tout à fait étonnant, à la fois éminemment sympathique, un économiste, je crois, je ne suis pas économiste, mais il me semble qu'il est tout à fait réputé dans les milieux de l'économie, et puis un des rares à aborder la question des rapports réels entre l'éthique et l'économie. Et Rawls fait une distinction très intéressante, Amartya Sen, fait une distinction très intéressante entre les droits formels qu'ont les individus et leur liberté réelle. Par exemple, les droits formels qu'ils ont de choisir tel ou tel mode de vie. On peut imaginer une société dans laquelle les individus auraient le droit proclamé de vivre de telle ou telle manière. Le problème, c'est que si leur liberté de vivre de telle manière n'est pas réelle, c'est exactement comme si ce droit n'existe pas. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez le droit d'entrer dans tous les établissements publics, postes, hôpitaux, écoles, en tant que citoyen, votre droit, c'est formel, est reconnu de les fréquenter. Mais voilà, concrètement, vous êtes en fauteuil roulant, il n'y a pas d'accès prévu pour vous. Ce droit que vous avez de bénéficier des services publics est purement formel, puisque vous n'avez pas la liberté réelle d'entrer dans ces établissements
faute d'aménagement adapté, par exemple. Dans ce cas-là, au fond, ce droit qui vous est reconnu formellement, c'est exactement comme si vous ne l'aviez pas. Ça ne changerait strictement rien si on vous disait « Non, non, vous êtes handicapé, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les postes, dans les services publics, etc. » Dans l'esprit, ce serait très différent de vous nier ce droit que de vous le reconnaître, mais dans les faits, c'est exactement la même chose de vous le nier ou de ne pas mettre en œuvre les moyens qui vous permettent réellement d'en jouir. Bref, nous dit Amartya Sen, l'évaluation de ce qui est juste, équitable, ne doit pas se fonder sur les lois et sur les principes, sur les droits officiellement reconnus. Elle doit se fonder sur les libertés réelles des personnes, parce que des personnes qui auraient exactement les mêmes droits et même éventuellement les mêmes ressources peuvent être dans une situation concrète qui les empêche de jouir de leurs droits. Et l'iniquité, elle est là. Elle n'est pas dans le fait qu'on ne donne pas à chacun les mêmes droits, mais que donnant à chacun les mêmes droits, on n'assure pas, on ne met pas chacun en situation de pouvoir jouir effectivement des droits qui sont les siens. La personne handicapée en fauteuil qui a le droit d'accéder à un service public, encore une fois, mais qui n'y a pas d'accès concret, est bien victime d'une situation d'iniquité. Son droit est formel parce que la situation concrète la rend incapable d'en jouir. Cette liberté concrète et effective, sans laquelle il n'y a pas de droit réel, c'est ce que Amartya Sen appelle la capabilité. C'est pas très joli comme mot, mais enfin, ça a le mérite d'être assez clair. Et donc la justice sociale, pour lui, c'est un moyen d'augmenter concrètement la capacité des personnes en situation effective d'inégalité. Éventuellement, jusqu'à ce qu'on appelle, bien sûr, la discrimination positive. On peut lire cette figure de la discrimination positive dans le cadre d'un principe d'équité qui préfère nous dire, plutôt que de reconnaître à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs, il faut faire en sorte de garantir pour chacun une capacité maximale. Le grand débat autour de l'accès à Sciences Po il y a une dizaine d'années, qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est de dire abstraitement chacun passe le même concours parce que de toute façon c'est la seule façon de se concurrencer les uns les autres à armes égales? Ou est-ce qu'on reconnaît que la situation réelle est une situation telle qu'en réalité, certaines personnes dans une situation où leur éducation, leur histoire, l'espace géographique où ils vivent, est telle qu'ils ont, quel que soit leur talent, quasiment aucune chance de se présenter à ces concours, aucune chance d'y réussir parce qu'ils n'ont pas les codes, et que par conséquent, il faut mettre en place pour eux des modalités de concours, des modalités d'entrée qui permettront précisément de faire de leur droit abstrait de passer les concours de Sciences Po le droit concret d'intégrer cette institution prestigieuse. L'idée, bien évidemment, ici, c'est que l'équité ne peut pas être garantie à partir de règles abstraites et générales. Les vœux pieux, les règles générales, les principes généreux ne règlent rien dans le domaine de l'équité. Il n'y a d'équité réelle qu'en vertu d'une implication du juste, de l'homme juste, dans la situation concrète de celui à qui il s'agit de rendre justice. Ce n'est pas tout à fait la même chose de rendre justice concrètement à celui qui est dans une situation de déficience, d'incapacité. C'est encore plus moche que capacité, ce terme. C'est autrement plus compliqué, bien évidemment, que de proclamer abstraitement, avec toute une bonne conscience un peu facile, que non, il n'y a pas de problème.
Même celui qui habite dans une cité perdue de telle banlieue a tout à fait le droit de préparer les concours d'entrée à Sciences Po. Quand vous avez du bruit sous vos fenêtres jusqu'à minuit, quand vous êtes dans un milieu social où on ne vous pousse absolument pas à étudier, on ne valorise pas l'avenir lié à votre réussite scolaire, on peut toujours proclamer que vous avez les mêmes droits que les autres. Si on suit en tout cas l'analyse de Rawls, on se rend bien compte qu'en réalité, il y a là quelque chose de faussé, de chimérique, quelque chose qui ne tient pas. Du coup, pour terminer, troisième partie, eh bien, c'est cet homme juste qui est toujours requis dans des situations concrètes où il s'agit de rendre justice, et non pas simplement dans des situations abstraites où il s'agit de dire le droit. C'est la figure de cet homme juste que je voudrais, donc pour finir, troisième partie, tenter d'élaborer un peu. L'équité, si vous voulez, comme attention à des cas particuliers concrets. Le problème que je vais évoquer ici est un problème qui a été repéré il y a très très longtemps dans l'histoire de la tradition philosophique, là encore dès l'origine des Platon, des Aristote. Le problème est celui-ci. En matière de justice, il y a bien des cas qui tombent sous le coup d'une indétermination. C'est-à-dire que même si on se réfère à la loi, ça ne nous éclaire pas vraiment pour savoir comment juger. On peut toujours dire que ce n'est pas compliqué. Un meurtre avec un fusil, c'est 10 ans de prison. Le problème, bien évidemment, c'est que tuer quelqu'un avec préméditation de sang-froid, c'est pas tout à fait la même chose qu'un crime passionnel commis par quelqu'un qui est fou de douleur. Bon. Alors vous allez me dire, la loi peut prévoir tous les cas. Non. On vit dans un pays où on a de la chance. La loi, effectivement, prévoit beaucoup de situations différentes. Et qu'elle est capable d'intégrer une différence, le crime de sang-froid, le crime passionnel, la légitime défense, etc. Tant mieux. Mais il n'est pas possible que la loi puisse prendre en compte la totalité des configurations concrètes possibles. Et ça veut dire que nécessairement, et c'est pour ça que nous avons besoin de juges, et non pas de juges qui simplement rappellent le droit et disent la loi, mais de juges qui jugent, et des juges qui jugent, si possible, en homme juste, en ne regardant pas seulement le code pénal. Parce qu'en matière de justice, donc bien des cas tombent sur le coup d'une indétermination. Et le problème devient celui-ci. Comment chercher dans l'étude circonstanciée des cas, c'est ce qu'on appelle la casuistique, et je tiens à le dire parce que c'est un terme qui est injustement calomnié. Le mot casuiste, aujourd'hui, je crois qu'on le doit, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est Pascal qui a commencé, j'aime bien Pascal, mais là elle fait de grosses bêtises, je crois, est considéré comme une sorte de gros mot. Le casuiste, ce serait le jésuite, ça c'est voilà, encore un autre gros mot par exemple, c'est-à-dire celui qui au fond aurait des règles morales à géométrie variable, adaptées en permanence à des cas particuliers. Je crois que Pascal a enraciné dans notre esprit l'idée que, au fond, ça c'est un déni de moralité, un déni de droit et un déni de justice. Non, pas du tout. Je crois que l'équité véritable, relève d'une certaine casuistique, c'est-à-dire concrètement d'une attention à chaque cas comme un cas absolument particulier. Chaque personne jugée, y compris dans un tribunal, ou chaque personne dont on juge les mérites, dont on juge la manière possible d'étendre ses droits, dont on juge les qualités requises pour obtenir telle promotion, chaque personne, bien évidemment, est un cas absolument particulier. Et je reprends donc le problème. Comment chercher dans l'étude circonstanciée des cas, c'est ça la casuistique, une règle pour régir les exceptions sans faire le jeu du relativisme? Comment tenir compte du fait que chacun est un cas particulier sans céder à l'arbitraire du juge et sans céder à la tentation relativiste? Il n'y a pas de loi universelle,
eh bien on jugera relativement à telle personne particulière. C'est bien sûr compliqué. Pour affronter ce problème, on dispose de deux sources traditionnelles. La première, c'est Platon. Et il pose le problème, il le pose très très bien, il ne le résout pas, mais il pose très bien le problème. Comment la loi qui est universelle peut-elle s'appliquer à des cas qui sont toujours particuliers? C'est dans Politique 294a, si vous voulez vérifier la question. Platon ne donne pas de réponse, mais il pose très bien le problème. La loi est universelle, les individus sont toujours dans des configurations tout à fait particulières, leurs mérites sont des mérites particuliers, leurs fautes sont des fautes particulières. Comment la loi, qui par essence est universelle, pourrait-elle être adaptée à des singularités individuelles? C'est une vraie question. C'est la question même de l'équité. Il y a la version aristotélicienne, un peu plus intéressante pour nous parce que Aristote s'engage dans des éléments de réponse. Et reprenant cette question, il va l'affronter avec un concept qui va m'intéresser pour finir mon topo, le concept d'epieikeia. Alors, si vous voulez l'écrire en lettres françaises, enfin en lettres romaines, E-P-I-E-I-C-H-E-I-A. Bon. Epieikeia. C'est difficile à traduire, hein. Il n'y a pas de traduction nette de l'epieikeia, mais chez Aristote, l'epieikeia devient en fait un synonyme d'humanité, pas d'humanité au sens anthropologique, faire preuve d'humanité, d'indulgence, du souci de l'homme plutôt que d'un idéal abstrait de la justice. L'homme de l'epieikeia, pour Aristote, c'est celui qui s'intéresse plus aux hommes et à leurs situations concrètes qu'aux lois et à leurs principes abstraits. Bref, l'epieikeia chez Aristote est un concept qui assure une visée de l'équité plutôt que de la justice abstraite. Et l'équité ici, c'est donc la justesse. Comment faire en sorte que le jugement que je vais prononcer soit le plus juste possible, non pas dans le sens d'une conformité absolue à la loi, mais dans le sens d'une adéquation la plus fine possible à un cas particulier. Bref, dans le sens de la justesse. Et pas seulement lorsqu'il s'agit de sanctionner, mais aussi lorsqu'il s'agit de récompenser, de donner à quelqu'un une promotion, de lui accorder. S'il y a parmi vous des chefs d'entreprise ou des cadres, vous savez, le problème de la répartition des primes. On sait que, même si ça ne vient pas aux oreilles, ça va rouspéter. Oh, un tel a une prime supérieure à la mienne, mais pourquoi? Oh là là. D'accord, mais c'est sacrément compliqué. Et c'est compliqué parce que c'est plus un problème de justesse qu'un problème de justice. Il n'y a pas une règle universelle qui permet de calculer avec un logiciel adapté les primes que chacun mérite absolument. Il faut effectivement tenter, finement, progressivement, d'évaluer ce qui est le plus juste. Et ça nous oblige bien évidemment à distinguer pas mal de choses. La malchance. Est-ce qu'on va sanctionner quelqu'un qui n'a pas eu de chance? Ah, d'accord, il a fait moins de chiffres ce mois, mais il était malade 3 jours. Au moment précisément où les marchés s'ouvraient. Pas de bol. On va la sanctionner, la malchance? L'accident. Son ordinateur est tombé en panne. Zut. L'erreur. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que l'accident. Il s'est trompé. Bon, d'accord. Le délit. Ça, c'est beaucoup plus grave. Il a essayé de nous tromper, d'abuser notre confiance. Et bien évidemment, la justice équitable va distinguer tout cela. C'est pas la même chose que d'être victime de la malchance, d'être victime d'un accident, commettre une erreur ou commettre une faute. L'erreur ou la faute, je crois que c'est prévu aussi dans les semaines qui viendront. Le problème, c'est que dès qu'on pose la question comme ceci, mais comment éviter alors le risque du relativisme et son corollaire, le risque de l'arbitraire? Eh bien, Aristote nous ouvre en tout cas une piste de réflexion en nous disant que le juste, c'est celui qui reconnaît à la fois, qui reconnaît la transcendance d'une norme, le bien, avec lequel il n'y a pas à transiger. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables de le dire absolument que nous devons considérer
qui n'a aucun sens et qui n'existe pas. Le bien est bien pour Aristote une norme transcendante, mais cette norme transcendante, elle demeure dérobée. Elle n'est pas tout à fait à notre portée. Il y a toujours dans cette norme transcendante quelque chose qui nous échappe. Bref, nous ne pouvons jamais dire absolument et sans reste ce qui est juste inconditionnellement. Pour le dire encore autrement, aucune science juridique ne peut remédier à l'imperfection des lois. Le bien est une réalité transcendante et parfaite. Il y a quelque chose de platonicien chez Aristote ici. Mais les lois sont toujours imparfaites parce que jamais exactement sur mesure. La loi, c'est du prêt-à-porter. Alors que l'équité, normalement, c'est du sur-mesure. L'homme équitable, l'homme de l'épéikeia, c'est donc pour Aristote celui qui doit posséder une vertu particulière que les Grecs appellent la phronésis et qu'on traduit parfois par la prudence ou sagesse pratique. Or, c'est pas mal la prudence parce que ça dit bien le mot prudentia en latin. Le problème, c'est que ça ne dit pas du tout la prudence en français. Quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui ne prend pas trop de risques. En français courant, la vertu de prudence chez Aristote, c'est pas du tout ça. C'est cette sagesse pratique qui me permet de m'adapter à des situations concrètes, variables, circonstanciées et conditionnelles. Ce qui me permet de juger et d'agir au plus juste, le plus adéquatement possible, en vue, par exemple, de la plus grande efficacité. Alors, vous comprenez que c'est cette prudence-là qui est une vertu cardinale, c'est pas la prudence comme une sorte de frilosité devant ce que nous aurions à accomplir. Et donc, cette phronésis, la prudence, si vous voulez, la sagesse pratique, c'est ce qui rend capable l'homme juste d'une adaptation fine de la loi générale au cas particulier, de façon à échapper à l'absolue détermination d'une loi qu'on appliquerait mécaniquement. Le contraire du prudent, c'est celui qui se contenterait d'appliquer mécaniquement la loi. Dura lex, sed lex. Ça, pour Aristote, c'est la figure de la justice. Non, c'est pas dura lex, sed lex. L'équité, c'est précisément ce souci de l'homme qui rend capable, encore une fois, d'une adaptation fine. Ça veut dire que l'homme équitable s'occupe moins de la loi que des hommes. Il s'occupe moins du code pénal que des circonstances, éventuellement atténuantes, pour chercher moins la lettre de la loi que son esprit. Il n'est pas celui qui dit « la loi ne vaut rien ». Il n'est pas celui qui dit « la loi est trop abstraite et trop universelle ». Il est celui qui sait que la loi doit être abstraite et universelle. La loi, par définition, ne peut pas entrer dans tous les cas particuliers. Donc il ne s'agit pas de critiquer la loi au nom de son universalité abstraite. Il s'agit simplement de reconnaître qu'en raison de cette universalité abstraite de la loi, il faut pouvoir juger finement, de manière à rapprocher autant que possible, à réduire l'écart entre le cas particulier et l'universalité de la loi. Ce faisant, l'homme juste, équitable, c'est celui qui humanise la justice en faisant une justice qui est pour l'homme et non pas pour la loi. L'homme équitable, c'est celui qui ne considère pas que force doit rester à la loi, mais qu'espoir et espérance doivent rester pour l'homme. Que ce qui importe le plus, ce n'est pas la juste punition, qui est toujours un fantasme, c'est ce qui permet, dans la sanction, de laisser une place possible pour l'amendement, de laisser une place possible pour la reprise morale de soi-même, de laisser une place possible pour la rédemption, si on veut parler comme Dostoïevski dans Raskolnikov, c'est dans Crime et Châtiment, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de justice en ce souci d'un horizon de rédemption qui nous impose de comprendre et d'accepter que force ne doit pas rester à la loi. Non pas qu'il s'agisse de la liquider, mais que la loi ne peut véritablement remplir son rôle qu'à condition d'être mise au service de l'homme. L'équité, c'est donc la justice comme mansuétude, comme indulgence, nous dit même Aristote,
comme générosité, comme attention aux plus fragiles, comme option préférentielle pour ceux qui justement ont le plus besoin d'elle. Il y a toujours quelque chose d'injuste quand la justice devient le privilège des plus riches, des plus forts, qui ont le moyen de se payer les avocats les plus onéreux. Un pays où la justice n'est possible que pour ceux qui ont les moyens de se la payer est un pays qui, de toute façon, est ordonné aux injustices les plus grandes. Je vais donc conclure. L'équité, nous l'avons vu, est donc bien un principe de proportionnalité. C'est bien les questions de savoir comment proportionner une peine à une faute, ou une récompense à un mérite, ou une aide à un besoin. C'est ça, la question concrète de l'équité. Mais si elle relève bien d'un principe de proportionnalité, elle ne relève pas d'un calcul abstrait. L'équité, c'est donc ce qui fait descendre la justice dans le cœur des hommes pour faire de la justice une justice humaine. Il n'y a d'équité que là où la justice n'est pas simplement ce qui est dit dans un texte, un code pénal ou un code civil. Il n'y a de justice concrète que là où la justice passe du livre à l'homme, de la transcendance des idées universelles, au cœur du sage, au cœur du juste. Bref, l'équité, c'est la justice, mais en tant qu'elle nous rappelle que c'est la loi qui est faite pour l'homme et pas l'homme qui est fait pour la loi. Et quand on oublie ce principe évangélique, eh bien, on risque tout simplement d'ouvrir la voie à une idolâtrie de la loi. L'équité, justement, c'est bien ce qui met l'homme au-dessus de la loi, non pas dans le sens où elle mettrait certains hommes au-dessus des lois, mais dans le sens où elle accorde plus d'importance à tel homme concret qu'à la loi dans son expression générale. Et justement, l'équité évite l'idolâtrie de la loi, justement parce qu'elle a conscience que toute loi est imparfaite, pas parce que les lois sont édictées par des hommes injustes, mais parce que quand bien même on confierait l'énoncé des lois au plus juste des hommes, la loi serait toujours imparfaite parce qu'universelle. Et l'équité, c'est simplement le remède fragile mais absolument nécessaire qu'on a pu inventer pour pallier aux insuffisances de la justice elle-même. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et bon, comme d'habitude, je crois que vous connaissez le scénario. Maintenant, on prend le temps, il nous reste 20-25 minutes, de discuter tranquillement. Oui, alors bien sûr, tout le monde, évidemment, en vous écoutant, a pensé aux ouvriers de la 11e heure ou la dernière heure, évidemment. Oui. Quand vous pensiez des 2 heures, 40 €, Oui. 4 heures, 11 heures. Alors, oui, le chef d'entreprise, là, il est équitable, ou bien c'est un fauteur à l'ordre public qui, de droit, serait immédiatement mis en tôle par nos préfets actuels. Et oui, je ne sais pas si tout le monde voit bien la référence. Effectivement, il y a une parabole assez étonnante. Je ne me demande pas dans quel évangile exactement, je ne sais plus. Il me semble que c'est l'évangile de Luc, mais je n'en ferai pas le pari, je n'en mettrai pas ma main à couper. Où Jésus raconte ceci, un maître fait venir à sa vigne, je crois, des ouvriers pour travailler. Et puis, il y en a un qui est là dès la première heure, puis il y en a qui viennent un peu plus tard, puis il y en a un qui vient beaucoup plus tard encore, à la 11e heure, si j'ai bonne mémoire. Et puis, au moment où chacun passe devant le maître pour recevoir sa paye, eh bien, pour la plus grande contrariété de ceux qui étaient là depuis le début, les ouvriers de la dernière heure reçoivent autant que les ouvriers de la première heure.
Et c'est sûr que si on interprète en termes purement économiques, en termes de justice sociale, cette manière curieuse pour le maître, eh bien, de répartir les biens qui sont constitués par son argent, le salaire des ouvriers, on peut se dire quand même, enfin ce Jésus qui est le fauteur de troubles, si on appliquait effectivement ce genre de principe, ce serait la révolution et à la limite on l'aurait bien cherché. Bon. Je crois, je ne suis pas théologien hein, ni exégète, mais je crois quand même que justement en nous provoquant, dans cette parabole, Jésus circonscrit parfaitement le domaine, enfin, me semble-t-il, circonscrit assez clairement le domaine de validité de son propos. Il ne nous dit pas que nous avons le droit de surpayer, d'ailleurs, je ne vois pas où, de surpayer ceux qui ont bossé moins. Il ne nous dit pas non plus que nous avons le droit de sous-payer ceux qui ont bossé plus, d'ailleurs. Hein. Je crois que bien évidemment qu'on est ici, au fond, dans un ordre spirituel, et il ne faut pas oublier que ces ouvriers, on est dans une parabole. On n'est pas dans un contexte social et historique concret où Jésus a un salaire à donner à des ouvriers. On est bien dans une parabole où il est question du royaume de Dieu. Et que dans cette condition, ce qui intéresse Jésus manifestement ici, c'est pas de savoir combien est dû à celui qui a travaillé tant, mais après tout, celui qui a mis du temps à s'approcher de Dieu, et celui qui l'a fait très vite, au bout du compte, en réalité, ils sont dans une situation qui est au-delà des règles de la justice distributive. Et que la justice de Dieu n'est pas ce qui abolit la justice de l'homme, parce que l'homme n'est pas Dieu, et se comporter humainement, c'est se comporter selon les règles fondamentales et élémentaires de la justice humaine. Mais si la justice de Dieu, c'est sa miséricorde, sa tendresse et son amour, elle ne peut pas être donnée à moitié à celui qui est venu à lui un peu plus tard. Elle est accordée tout entière à celui qui s'approche de lui. Et je crois donc qu'une lecture qui serait un peu fondamentaliste, littérale, économique ou juridique de cette parabole, bien évidemment, elle ne pourrait pas avoir d'autre effet que de nous scandaliser. Mais la lecture spirituelle, je ne sais pas si elle est tant que ça que je viens de vous poser, il me semble que justement, elle est un encouragement à penser la justice de Dieu comme n'ayant rien d'analogue à la justice des hommes. Parce que le problème de la justice des hommes, c'est comment répartir. Le problème de la justice de Dieu, dans les évangiles, c'est à quel point aimer. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et après tout, si à cet enfant que j'aime, je veux donner bien plus que ce qu'il mérite, en quoi suis-je coupable ? Ah, alors le problème, c'est vrai que si j'en ai qu'un seul, mais ils ne sont pas d'accord parce que justement, je ne sais pas ce que répondrait un théologien, je ne sais pas s'il y a des théologiens ici, il y en avait un à la première séance, ça je me souviens, c'est vrai que le problème, on ne peut pas, au nom de cette conception de la justice, s'autoriser à l'injustice dans la répartition des biens entre ses enfants. Et on ne peut pas arguer de ce cas qui est particulier, parce que justement, encore une fois, on est dans le domaine de la justice de Dieu qui est exactement l'équivalent pour les théologiens de sa miséricorde. Et donc, justement, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous pouvons bien sûr faire miséricorde, pardonner, sanctionner beaucoup moins que ce qui serait dû selon les règles de la justice, amnistier, pourquoi pas. Mais tout le problème est de savoir comment, malgré tout, ne pas oublier que tant que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, mais dans la cité des hommes, il nous faut bien agir conformément aux règles de la justice humaine, qui sont au mieux celles de l'équité. Mais attention, on voit déjà où est le chaînon manquant, quand on passe de la justice à la miséricorde, qui est la faculté du pardon, on entre déjà dans une perspective qui n'est plus simplement économique ou juridique. Encore une fois, ce serait injuste sans doute, au nom de mon amour préférentiel pour tel de mes enfants, de lui donner beaucoup plus que les autres,
surtout si en plus ils n'ont pas manqué à leur devoir. Mais en revanche, où est la justice si je décide de pardonner à celui qui m'a volé et qui m'a lésé? C'est-à-dire de ne pas lui attribuer selon son mérite, mais selon ma miséricorde. Et on se rend compte qu'on est là dans un contexte qui n'a, au fond, avec la question de la justice, qu'un rapport analogique assez troublant, mais en même temps, mine de rien, assez lointain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais savoir votre avis vis-à-vis d'une pensée d'un philosophe français qui est René Girard, qui justement va développer la théorie du bouc émissaire, qui je trouve il y a une relation assez intéressante vis-à-vis de la justice, au sens où toutes les sociétés, enfin les personnes en société vont lancer toute leur violence, vont attribuer toute leur violence sur un seul individu, on va désigner un bouc émissaire. Et justement, René Girard souligne ce phénomène dans l'indifférenciation. Donc on en parlait tout à l'heure avec Rawls, je crois, et Platon. Et il nous dit qu'actuellement, le gros problème de nos sociétés, c'est l'indifférenciation qui va faire violence en société. Et justement, comment, selon vous, peut-on être un homme juste dans un monde indifférencié? Oui, bien sûr. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu René Girard. Mais effectivement, ce qui nous dit est d'autant plus intéressant qu'on ne peut pas considérer la figure du bouc émissaire comme étant simplement une figure d'un passé archaïque ou d'un état archaïque de nos sociétés. Au fond, qu'est-ce qui joue derrière la logique du bouc émissaire? C'est que le bien général de la société l'emporte sur la considération du bien de l'individu. L'individu est sacrifiable au bénéfice d'un ordre social. Et peu importe qu'il soit plus innocent ou plus coupable que les autres, le bouc émissaire, eh bien, c'est celui qui est en quelque sorte sacrifié en tant qu'individu au bénéfice d'un ordre général auquel, bien évidemment, il ne pourra pas participer. Et donc, René Girard, bien évidemment, pointe ici une sorte de carence en matière d'équité, en matière de justice, en matière morale de certaines sociétés traditionnelles. Et vous avez raison de signaler qu'on est bien précisément dans une logique de l'indifférenciation, c'est-à-dire que cette logique du bouc émissaire ne vaut que si on part du principe, au fond, que les individus sont parfaitement substituables les uns aux autres parce que foncièrement indifférenciés. Et donc, dans ce cas-là, sacrifier celui-ci plutôt que tel autre, peu importe, puisqu'en définitive, il y a négation ici du droit de la personne. Or, ce qui est intéressant, c'est que justement, alors même que le droit concret n'a pu s'élever à hauteur d'homme qu'en prenant en compte chaque individu comme personne, et la personne, c'est l'individu en tant que différent. Il y aurait bien d'autres manières, bien sûr, de définir la notion de personne qui est une notion complexe. Mais il n'y a de personne reconnue comme personne que là on reconnaît que personne n'est comme elle. Personne n'est exactement la même. La notion de personne introduit l'idée même de la différenciation et de la nécessité de traiter finement des cas particuliers. Or, dans ce cas-là, bien évidemment, la logique du bouc émissaire s'effondre, puisqu'il s'agit non pas, de restaurer un ordre social abstrait, mais de juger, bien évidemment, les fautes réelles d'une personne concrète. Or, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait croire du coup que nous sommes bien au-delà de cette configuration évoquée par René Girard. Et je crois, je ne sais pas si vous êtes aussi sensible que moi, mais que ce n'est pas si vrai que ça. Il y a une sorte de tradition qui reste bien ancrée dans nos sociétés occidentales, qui est la tradition de l'amalgame. Au fond, tous pareils. Comme vous voulez, les musulmans sont, des terroristes, les homosexuels sont ceci. Et derrière ce qu'on appelle cette figure de l'amalgame, il y a bien au fond le fantasme d'une indifférenciation, cette idée que, au fond,
On peut régler le problème de la justice sociale de manière simple, avec des groupes sociaux qui se distinguent, eux, les uns des autres, mais au sein duquel prévaudrait un principe d'indifférenciation générale. Les Italiens sont des voleurs, les musulmans sont des terroristes, et les homosexuels, je ne sais pas ce qu'on va leur reprocher, j'en sais rien, sont des pervers. Hop, voilà, tiens, hop, voilà, comme ça, les choses sont réglées assez simplement. Or, bien évidemment, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire, d'une part, qu'on n'a pas réglé le problème du bouc émissaire. Vous allez me dire, mais on n'en est pas tout à fait là. On n'en est pas là, mais en définitive, on a tous les éléments qui sont en place. On sait bien que quand il y a une crise sociale majeure, y compris dans une entreprise, eh bien, il est facile, encore une fois, de chercher un bouc émissaire et de considérer que l'important, c'est pas de rendre justice, c'est le retour à un ordre qui est en quelque sorte jugé plus important que l'individu lui-même. Or, je sais bien que je me suis amusé à défendre, ou en tout cas à essayer de donner sens à la célèbre formule de Goethe la semaine dernière, plutôt une injustice qu'un désordre, mais en prenant soin de souligner que cet ordre que je considérais comme supérieur à la justice n'était pas l'ordre abstrait, déterminé par un pouvoir comme norme, mais l'ordre concret qui se fait là où des individus, en tant que personnes, contribuent au jeu social. Ce que j'appelle une société ordonnée, ce n'est pas une société où chacun marche au pas bien à sa place, c'est une société où chacun, ayant un rôle réel en tant que personne, peut jouer le jeu social dans la mesure qui est la sienne et aspirer à une certaine prospérité, à certaines évolutions, etc. Et donc c'est vrai qu'en rattachant la figure du bouc émissaire à une sorte de principe d'indifférenciation, vous avez non seulement mis le doigt sur un risque des sociétés traditionnelles, qu'on appelle parfois holistes, mais sur un risque récurrent de toute pseudo-justice, tentée parfois par la pratique de l'amalgame comme figure de l'indifférenciation. Il nous reste 10 minutes, profitez-en. Vous avez faim? Vous êtes fatigué? Ah voilà. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je repars pour 20 minutes de conférence. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une petite question. Comment conciliez-vous le manque de ressources, le manque de temps actuel de la justice et la nécessité d'avoir ce temps, de disposer de ce temps pour juger les cas de façon très personnelle? Oui, mais je crois que c'est le drame des juges. Il faudrait interroger un juge qui aurait le souci d'une justice qui ne soit pas simplement institutionnelle, mais de la justice comme vertu. Et j'en connais, bien sûr, ils existent, heureusement, fort heureusement. Mais je crois que c'est un des grands drames de la justice en France. Au fond, c'est pas que les lois sont injustes, c'est pas que les juges sont mal formés, c'est pas qu'ils n'ont pas conscience de ce que je viens de vous dire là. Même dans les écoles de magistrature, ce que je viens de vous dire là est quelque chose qui est tout à fait enseigné, tout à fait acquis. L'idée qu'on a besoin de juges justement parce que la loi ne suffit pas et que chaque cas est un cas particulier qu'il faut pouvoir considérer pour lui-même, encore une fois, est un, Dieu merci, une sorte de lieu commun judiciaire, jusqu'à la question de la jurisprudence d'ailleurs, qui dit, bon ben voilà, la loi ne permet pas de trancher dans ce cas-là, mais c'est ce cas qui fera jurisprudence. Ce sont des choses en définitive très 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 classiques, et je suis sûr que la même question traitée par un juge apporterait des lumières tout à fait utiles à ce que je viens de vous dire là. Mais le problème, c'est qu'effectivement, une chose est de reconnaître dans les principes de la justice de notre pays que chaque personne jugée est un cas particulier auquel il faut se rendre attentif, ce qui explique au passage que la justice ait besoin de temps. Une justice expéditive, c'est en général une justice qui ne regarde que la loi et qui oublie celui qu'il s'agit de juger. Et donc tant mieux si la justice prend du temps, se donne le temps de juger finement pour éviter de confondre justesse et précipitation. Le problème, c'est que quand la lenteur de la justice n'est pas due
à la sagesse et à la prudence des juges, mais au manque de moyens, bien évidemment, ce qui est vertu tourne immédiatement au défaut. Et que si on n'a pas les moyens en nombre d'hommes, en moyens financiers, d'être attentif à chacun, on est menacé par une justice qui paradoxalement deviendra une justice expéditive, quand bien même elle serait lente, parce qu'il y a un moment où il faut juger, parce que trop de temps a passé, mais alors qu'on n'a pas davantage les moyens de juger finement. Et le paradoxe, c'est qu'on pourrait bien inventer ou être en situation d'être confronté à une forme de justice expéditive qui serait plus celle du Far West, mais qui serait celle de sociétés occidentales éprises de justice et devenues injustes par manque de moyens. Et donc là, effectivement, je crois que, alors je ne suis pas un politique, je ne sais pas comment régler ce problème, où affecter les moyens, juste répartition. C'est quoi la juste répartition des deniers publics, la juste répartition des moyens de l'État? C'est quoi? Bien évidemment que c'est très très compliqué. Mais là où on se rend compte que c'est compliqué, c'est que cette juste répartition des moyens de l'État, elle engage le problème d'un juste rapport à chacun en tant que personne absolument différenciée de tout autre. Et un procès équitable, c'est bien un procès qui requiert qu'on s'adresse à moi comme une personne absolument différenciée, absolument distincte de tout autre. Donc je crois que, bien évidemment, comme vous, je suis peiné par cette situation. Je ne sais pas, c'est facile de dire il n'y a qu'à donner plus d'argent à la justice. Bien sûr que mon rôle, ce n'est pas de prononcer des jugements à l'emporte-pièce, qui est toujours facile d'énoncer de derrière un bureau. Mais bien évidemment qu'on mesure à quel point le problème est un vrai problème ici. Une ultime intervention ? Oui, bonsoir. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que dans ce cas-là, la figure de l'homme juste que vous nous avez décrit n'est pas elle-même une nouvelle forme d'abstraction ? Oui, bien sûr, c'est le risque. C'est le risque que des juges vertueux, ne parlons que d'eux, j'espère, j'ose croire qu'ils sont la majorité, qui aient vraiment le souci de la justice, n'aient plus les moyens de la justice. Donc on lui dira, il faut qu'il soit d'autant plus juste que nous sommes dans une situation plus complexe et plus difficile, mais lui dire à la fois, il faut qu'il soit d'autant plus juste que la situation est complexe, et ne pas lui donner les moyens d'être juste, ça relève d'une sorte d'injonction paradoxale, et en dépit d'une vertu personnelle qui pourrait être réelle, le souci de la justice, l'effet concret pourrait être tout à fait formel. Et le paradoxe, bien évidemment, et le scandale, c'est que des institutions injustes rendent caduques les vertus privées, au point, justement, que l'homme juste devient, dans ce cas-là, une figure socialement abstraite, quand bien même elle serait personnellement concrète. Et que là encore, oui, bien sûr, c'est une difficulté majeure. On ne la règle pas en l'énonçant, mais en prenant conscience, on ouvre au moins la voie, sinon un traitement possible, au moins des orientations susceptibles de réduire, de limiter les dégâts, de réduire le problème, j'espère. Et le pire, c'est, je crois pas qu'on est gouverné par des imbéciles, pas que, comme dirait l'autre. Bon. Et je suis persuadé que nombreux sont ceux qui en ont conscience. Et le problème de la justice, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir conscience de ce qui nous empêche d'être juste pour devenir plus juste. Je vous en prie. Bonsoir et merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais vous demander comment vous appliqueriez ce concept en fait au niveau du management, ce concept de l'équité, surtout dans le contexte actuel où on se rend compte qu'on est beaucoup en fait à avoir besoin d'être rassuré. Je le dis d'une manière générale. Je crois que la plupart des éléments ou des indications que j'ai tenté de poser à un niveau global, celui de la société globale, je pense qu'on pourrait sans trop de difficulté l'appliquer au monde du management. Une société, comme une entreprise,
c'est confronté au même problème qu'une société nationale. On a des individus qui ont des désirs, des aspirations, des compétences, des projets, des fragilités. On est confronté à des personnes qu'il faut parfois sanctionner et parfois récompenser. On est confronté au problème de la répartition des biens et des bénéfices de l'entreprise, primes, salaires, promotions. Et donc, au fond, on a bien là une micro-société dont le fonctionnement général, me semble-t-il, est parfaitement analogue au fonctionnement d'une macro-société civile et politique. Et donc le problème est le même. Je crois que quand une entreprise croit régler... tout manager est confronté, bien sûr, à la question de l'équité. Et les notions que j'ai choisi de traiter devant vous cette année, elles ont été choisies justement parce que même si je les traite en philosophe et non pas en manager, ce que je ne suis absolument pas, je me suis dit qu'elle pouvait donner à des gens intéressés par les grandes problématiques du management les moyens de réfléchir vraiment à des situations concrètes qu'ils connaissent bien évidemment beaucoup mieux que moi. Et que ce problème, il est là. Le mauvais manager serait celui qui, bien évidemment, aurait le nez dans le code du travail pour savoir exactement ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et qui n'aurait pas d'autre réponse à donner pour justifier ses décisions que « j'en ai le droit ». On serait précisément dans l'abstraction formelle. Le problème de l'équité, ce n'est pas de savoir s'il a le droit de punir, de virer, de promouvoir ou de sanctionner. Le problème est de savoir qu'est-ce qui est requis en vue de l'intérêt général de l'entreprise, dans un souci d'équité qui est à la fois le souci de chacun comme personne et du bien général de l'entreprise qui est la sienne. Et là, c'est toujours, comme pour la question de l'efficacité, par exemple, c'est toujours la question, effectivement, d'un management forcément subtil, forcément fin, qui prenne en compte à la fois le fait, bien évidemment, que chacun est soumis aux mêmes règles, mais en même temps, bien évidemment, que chaque personne est différenciée et que je ne peux pas traiter X exactement de la même manière que je traite Y. Et donc, je crois qu'il est important, effectivement, qu'on apprenne que dans la gestion humaine ou des ressources humaines, comme on dit, d'une entreprise, il faut avoir à la fois un œil sur la loi, la règle, le code du travail, le règlement interne de l'entreprise, et un œil sur les personnes sans lesquelles, bien évidemment, l'entreprise n'existerait pas. Ce qui veut dire qu'au fond, je crois qu'on peut ne pas considérer comme totalement utopique la figure du manager qui serait équivalente à ce qu'Aristote appelle le phronimos, le prudent, le sage, attentif, ne serait-ce que par intérêt, aux situations concrètes de ceux dont il est responsable et qu'il ne s'agit pas de désespérer, mais qu'il s'agit d'aider à apporter à l'entreprise le plus grand bénéfice possible. La question n'est pas qu'est-ce qui est juste, par exemple, comme sanction, c'est quelle est la sanction qui permettra au mieux à cette personne de se remettre sur la bonne voie et de faire valoir ses qualités pour le bénéfice réel le plus grand possible de l'entreprise. Puis le problème, c'est que bien évidemment, quand on sent qu'on est dans une situation de non-retour, on ne voit plus comment faire. Mais je crois que les problèmes que j'ai évoqués là sont des problèmes auxquels tout manager a été, est ou sera confronté de toute façon. Voilà, je vous remercie vraiment de votre attention et de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée.